On dit que la personne la plus dangereuse au monde est une femme qui a cessé de se battre et a commencé à planifier. Stéphane Dubois pensait qu'il avait tout, un travail extrêmement bien rémunéré dans son propre cabinet d'architecte, une magnifique maîtresse de 20 ans sa cadette, et une épouse fidèle qui l'attendait sagement à la maison avec leur fils nouveau-né. Il s'imaginait pouvoir jongler indéfiniment avec cette double vie, maître de son univers qu'il avait bâti à la sueur de son front et à la force de son arrogance. Mais lorsqu'il rentra chez lui après une nuit de passion torride, il ne trouva aucune bataille. Il ne vit aucune larme. Ce qu'il découvrit, c'était une maison vidée jusqu'à ses murs nus, un panneau, vendu, planté agressivement sur la pelouse impeccablement tondue, et un silence si assourdissant qu'il menaçait de faire imploser toute son existence. Ceci est l'histoire d'un homme qui a tout perdu en l'espace d'un lever de soleil, et la démonstration implacable qu'il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer l'instinct d'une mère. L'horloge numérique sur le tableau de bord de sa DS9 brillait d'une douce lueur bleu néon. 4h12 du matin. Stéphane Dubois coupa le moteur, laissant le silence feutré du prestigieux hameau provençal l'envelopper. L'air nocturne était lourd des parfums de lavande et de pin, une quiétude qui, d'habitude, le calmait. Mais cette nuit, elle semblait chargée de présages. Sa chemise en lin, froissée, portait encore la faible empreinte du parfum de Chloé, un arôme capiteux de vanille et de jasmin coûteux qui semblait s'être incrusté dans sa peau comme une seconde couche de culpabilité. Il se frotta le visage avec lassitude, tentant d'effacer les traces de sa nuit blanche et de l'alcool. Il avait dit à sa femme, Valérie, que la fusion avec un cabinet d'une petite ville en Normandie traînait en longueur, l'obligeant à passer la nuit au bureau à finaliser les derniers détails. C'était le plus vieux mensonge du monde, mais Stéphane était suffisamment imbu de lui-même pour croire qu'il le réinventait avec brio à chaque fois. Il attrapa sa mallette en cuir, répétant mentalement le sourire épuisé mais victorieux qu'il arborerait si Valérie était réveillée, en train d'allaiter le petit. Quelle nuit, ma chérie, les partenaires ont été impitoyables. Comment va notre petit Léo? Il s'engaga sur l'allée en pierre qui menait à leur grande maison de campagne, la fierté de sa vie, une bastide qu'il avait lui-même rénovée. Il avait acheté cette propriété il y a 3 ans, lorsque son cabinet d'architecture avait finalement atteint un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres. C'était sa forteresse, le symbole tangible de sa réussite. Il inséra la clé dans la serrure. Elle ne tourna pas. Stéphane fronça les sourcils, la secouant. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Il retira la clé, l'examina comme si elle pouvait s'être métamorphosée, et tenta à nouveau. La serrure resta obstinément bloquée. Une bouffée d'irritation, chaude et piquante, lui serra la poitrine. Valérie avait-elle changé les serrures? Était-ce une sorte de réaction mesquine parce qu'il avait manqué le dîner la semaine dernière? C'était si puéril, si indigne d'elle. Il contourna la maison, avec l'intention de passer par la porte du garage, mais il se figea. La lumière de la lune, pleine et blafarde, tombait sur la pelouse, éclairant un poteau en bois qui n'était pas là la veille au matin. C'était un panneau d'agence immobilière. Une bannière rouge était collée en diagonale, portant une inscription en lettres grasses et agressives, « Vendu ». Stéphane cligna des yeux, persuadé que le manque de sommeil lui jouait des tours, que c'était une hallucination. Il quitta l'allée et marcha sur l'herbe, ses chaussures italiennes en cuir s'enfonçant dans la terre humide de rosée. Il toucha le panneau. Il était bien réel. Le bois était froid et solide. Les lettres en vinyle, lisses sous ses doigts. Vendu. La panique. Froide, aiguë, elle déchira le brouillard de sa confusion. Il se précipita vers la grande baille vitrée du salon et plaqua ses mains contre la vitre pour regarder à l'intérieur. La pièce était vide. Pas simplement rangée. Vide. Le canapé Chesterfield en velours, fait sur mesure, avait disparu. La table basse en chêne antique, le piano à queue Pleyel sur lequel il jouait à Noël, tout avait disparu. Les murs étaient nus, dépouillés de la collection d'art contemporain qu'il avait mis 5 ans à constituer. Même les lourds rideaux de soie avaient été décrochés, laissant les fenêtres ressembler aux orbites vides d'un squelette qui le fixait en retour. Valérie, murmura-t-il, sa voix se brisant dans le silence. Il courut vers la porte arrière. Verrouillée. Il ramassa une lourde pierre du jardin et, sans réfléchir aux conséquences, fracassa la vitre des portes-fenêtres de la véranda. Le bruit du verre brisé déchira le calme du hameau, mais il s'en fichait. Il passa la main à travers le trou, ouvrit le loquet et trébucha dans la cuisine.
L'écho de ses propres pas sur le carrelage était terrifiant. L'îlot de cuisine, habituellement encombré de biberons, de courriers et de la bouilloire de Valérie, était impeccablement propre. La porte du réfrigérateur était légèrement entr'ouverte. La lumière ne s'allumait pas, les étagères étaient nues. Il monta les escaliers en courant, 4 à 4, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. « Valérie !»« Léo !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le vide. Il fit irruption dans la chambre principale. Le lit king size, immense, avait disparu. La porte du dressing était grande ouverte, révélant des penderies vides. Ses costumes, ses montres, ses chaussures. Tout avait disparu. Comme s'il n'avait jamais vécu ici. Mais la véritable horreur l'attendait dans la chambre de l'enfant. Il se précipita dans le couloir jusqu'à la pièce peinte en vert sauge tendre. Il poussa la porte, s'attendant à entendre le doux gazouillis de son fils de 3 mois, Léo. La pièce était une coquille vide. Le berceau, disparu. Le fauteuil à bascule où Valérie passait des heures à allaiter, disparu. La table à langer, la poubelle à couches, le mobile avec ses étoiles rotatives. Tout s'était évaporé. Au centre de la pièce, sur la moquette épaisse qui était la seule chose restante, reposait un unique petit objet. C'était sa facture de téléphone portable. Stéphane s'avança, ses jambes tremblant si fort qu'il craignait de s'effondrer. Il la ramassa. Ce n'était pas la facture elle-même. C'était un relevé détaillé de ses appels des 6 derniers mois. Des centaines d'appels et de messages vers un seul numéro, celui de Chloé Mercier, étaient surlignés en jaune vif. Une note manuscrite était agrafée au papier. L'écriture était élégante, nette, et sans équivoque celle de Valérie. La fusion en Normandie n'a pas traîné en longueur, Stéphane. Mais ton temps, lui, est écoulé. La maison est vendue. Les actifs sont liquidés. Les serrures sont changées. Ne nous cherche pas. Tu étais trop occupé à la regarder pour me voir faire mes cartons. Stéphane laissa tomber le papier. Le silence de la maison n'était plus paisible. C'était celui d'un tombeau. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Valérie. L'abonné que vous demandez n'est pas disponible. Il composa le numéro de la maison, tout en sachant que les prises téléphoniques avaient probablement été arrachées du mur. Il composa le numéro de son avocat, Jean Moreau. Le téléphone sonna 4 fois avant qu'une voix endormie ne réponde. « Stéphane ? Il est 4 heures du matin. »« Jean, où est ma femme ?» cria Stéphane, arpentant la chambre d'enfant vide. « Où est mon fils ? » La maison est vide. Il y a un panneau vendu sur la pelouse. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Quand Jean parla à nouveau, sa voix avait perdu sa chaleur amicale habituelle. Elle était froide, professionnelle et pleine d'une pitié qui glaça le sang de Stéphane. Elle a activé la clause, Stéphane. Tu as signé un contrat de mariage il y a 2 ans, quand tu as fondé le cabinet. Tu te souviens de la clause de fidélité ? C'était juste une formalité juridique. C'était un contrat exécutoire, dit Jean. La preuve d'infidélité entraîne le transfert immédiat des actifs communs à la partie lésée pour assurer le bien-être de l'enfant. Elle m'a envoyé les preuves hier matin, photos, SMS, facture d'hôtel. Tout est béton. Tu l'as laissé vendre ma maison ? Rugit Stéphane, les veines de son cou se gonflant. Ce n'était pas ta maison, Stéphane, dit doucement Jean. Techniquement, le titre de propriété était à son nom, pour te protéger des risques liés à ton entreprise. Elle l'a vendu hier après-midi à un acheteur payant comptant. Les fonds sont déjà dans un compte offshore. Jean, tu dois arrêter ça. J'arrive à ton bureau. N'en fais rien, dit Jean. Je ne te représente plus. Je représente Valérie et Léo. Si tu tentes de l'approcher ou d'approcher Léo sans une ordonnance du tribunal, elle a une ordonnance restrictive prête à être signifiée. Adieu. La ligne se coupa. Stéphane se tenait au milieu de la chambre d'enfant sombre et vide. L'odeur de peinture fraîche et de talc pour bébé avait disparu, remplacée par l'air vicié et poussiéreux de l'abandon. Il tomba à genoux. La ligne surlignée sur la facture de téléphone brillait dans la lumière lunaire. Il était sans abri. Il était seul. Et le soleil commençait à peine à se lever.
Pour comprendre comment une femme peut vider une maison de 500 mètres carrés en 12 heures, il faut comprendre Valérie Girard. Valérie n'était pas une simple femme au foyer, bien que Stéphane l'ait souvent traitée comme telle. Avant la naissance de Léo, elle était directrice logistique pour un conglomérat de transport maritime mondial. Elle savait comment déplacer des choses. Elle savait comment organiser le chaos. Et surtout, elle savait comment repérer une anomalie sur un connaissement. 6 mois plus tôt, Valérie faisait la lessive. Stéphane avait négligemment laissé sa veste de costume sur une chaise. Il devenait arrogant. Elle trouva un reçu dans la poche. Ce n'était pas une note d'hôtel ou de restaurant. C'était le reçu d'un bracelet tennis en diamant. Valérie n'avait pas de bracelet tennis en diamant. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas jeté un vase à travers la pièce. Elle a senti un goût froid et métallique dans sa bouche, comme si elle suçait une pièce de monnaie. Elle a remis le reçu à sa place, exactement là où elle l'avait trouvé. Ce soir-là, elle lui prépara son plat préféré, un bon bœuf bourguignon. Elle l'écouta se plaindre de ses partenaires au cabinet. Elle sourit. Elle l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit, puis, pendant qu'il dormait, elle déverrouilla son téléphone. Il avait changé le mot de passe, mais Stéphane était une créature d'habitude. Il utilisait son année de diplôme, 1998. Elle a trouvé les messages, Chloé, les photos, les promesses qu'il faisait à cette stagiaire de 24 ans de laisser sa vie ennuyeuse derrière lui. Valérie a tout téléchargé. Elle a envoyé les fichiers sur un compte sécurisé et crypté. Puis elle a reposé le téléphone. Le lendemain matin, elle ne lui a pas fait de scène. Elle a appliqué ce que les psychologues appellent la méthode de la pierre grise, mais avec une différence. Elle est devenue l'épouse parfaite et solidaire, tout en coupant méticuleusement tous les liens qui les unissaient. Elle a rendu visite à Jean Moreau, l'avocat de la famille. Jean était un ami du père de Stéphane, mais il avait un faible pour Valérie. Plus important encore, Jean était un homme de loi, et le contrat de mariage que Stéphane avait signé en riant, disant qu'il n'aurait jamais à s'en soucier, était impitoyable. Si j'exécute ceci, l'avait prévenu Jean, la regardant par-dessus ses lunettes dans son bureau lambrissé d'acajou, ce doit être une frappe nucléaire. Valérie, si tu laisses la moindre fissure dans la porte, il s'y glissera. C'est un narcissique. Il essaiera de te détruire. Je ne veux pas le détruire, Jean, avait dit Valérie, sa main posée sur son ventre de femme enceinte. Je veux juste m'assurer qu'il ne nous détruira pas. Le plan a pris des mois. Elle a lentement déplacé ses objets de famille vers un garde-meuble, prétextant faire de la place pour le bébé. Elle a transféré son héritage dans un trust pour Léo, auquel Stéphane ne pouvait pas toucher. Elle a surveillé son emploi du temps, attendant la fenêtre d'opportunité parfaite. Cette fenêtre s'est ouverte lorsque Stéphane a annoncé son voyage d'affaires dans une petite ville en Normandie pour une fusion. Au moment où sa DS9 a quitté l'allée le mardi matin, 3 camions de déménagement arrivaient dans la direction opposée. Valérie était un général sur un champ de bataille. Le salon dans le camion A, la chambre d'enfant dans le camion B. Tout ce qui est dans le bureau étiqueté Stéphane, à la déchetterie, commandait elle. Elle a engagé une société de liquidation pour racheter les meubles qu'elle ne voulait pas garder. La vente de la maison fut un chef-d'œuvre de timing. Elle l'avait mise en vente privée des mois auparavant. Un riche directeur informatique d'un quartier d'affaires high-tech à la Défense lorgnait la propriété. Elle a conclu la vente par signature numérique en 2 heures. À 18 heures, la maison était une coquille vide. À 20 heures, elle était à un aérodrome privé. Elle regarda Léo, dormant paisiblement dans son porte-bébé. Il avait le nez de son père, mais il aurait sa force à elle. Son téléphone vibra. C'était Stéphane. Un SMS. J'atterris en Normandie. Vous me manquez tous les deux. Embrasse Léo pour moi. Elle ne répondit pas. Elle retira la carte SIM de son téléphone et la jeta dans une poubelle du terminal. En montant à bord de l'avion, elle sentit une douleur fantôme dans sa poitrine, le deuil de la vie qu'elle avait cru avoir. Mais alors que les moteurs rugissaient, couvrant le son de sa propre expiration tremblante, elle savait une chose avec certitude. Stéphane ne rentrait pas à la maison pour une tragédie. Il rentrait à la maison pour faire face aux conséquences. Stéphane resta dans sa voiture jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Le panneau, vendu, le narguait à la lumière du jour. Les voisins commençaient à sortir.
Des gens avec qui il avait fait des barbecues, des gens qui l'avaient impressionné avec ses histoires. Il vit Monique Bernard, la vieille commère d'en face, jeter un œil derrière ses rideaux. Il ne pouvait pas soutenir leur regard. Il fit marche arrière, sortit en trompe de l'allée et se dirigea directement vers la banque. Il avait besoin d'argent liquide. Il avait besoin d'un hôtel. Il avait besoin d'engager un détective privé. Il entra dans l'agence d'une banque locale avec l'assurance d'un homme qui croyait encore que c'était une erreur réparable. Il s'approcha de la caissière, une jeune femme nommée Manon Leroy, avec qui il avait flirté innocemment par le passé. « Monsieur Dubois, bonjour », sourit-elle, bien que son regard perplexe s'attarda sur ses vêtements en désordre. « Nuit difficile. »« On peut dire ça, Manon. J'ai besoin de faire un retrait sur notre compte épargne joint. »« Bien sûr. » Elle tapa sur son clavier. Son sourire vacilla. Elle tapa à nouveau, cette fois plus fort. Puis elle fronça les sourcils. « Monsieur Dubois, je vois qu'il y a un gel sur ce compte. »« Un gel ? C'est ridicule. C'est un compte joint. » »« Oui, mais le titulaire principal du compte a initié un gel en attendant une procédure devant le juge aux affaires familiales. » Elle hésita. « Et le solde est à 0. »« 0. » hurla Stéphane. Le garde à la porte fit un pas en avant. « J'ai déposé ma prime de 30 000 € sur ce compte la semaine dernière. Ils ont été transférés hier, monsieur, sur un compte de fiducie. Comme c'est un compte joint, l'une ou l'autre des parties peut déplacer les fonds. » Stéphane sentit le sang quitter son visage. Vérifier le compte de la société, Dubois et Associés. Manon Leroy parut mal à l'aise. « Je ne peux pas y accéder, monsieur. Vous êtes listé comme signataire autorisé, pas comme propriétaire. L'entreprise est enregistrée au nom du trust familial des Dubois. » Le trust. Le même trust que le père de Valérie avait créé pour eux quand ils se sont mariés pour protéger les actifs familiaux. Stéphane avait toujours cru qu'il le contrôlait. Il avait signé les papiers sans les lire attentivement, trop occupé à boire du cognac avec son beau-père. Il était un invité dans sa propre vie. « Je n'ai pas d'argent, » murmura Stéphane. « Vous avez votre compte courant personnel ?» suggéra Manon, serviable. Le solde est de 200 €. 200 €. Il ne pouvait même pas payer une nuit au Ritz avec ça. Il sortit de la banque en trombe, les mains tremblantes. Il monta dans sa voiture et frappa le volant. Il avait besoin d'un allié. Il avait besoin de quelqu'un de son côté. Il composa le numéro de Chloé. « Salut, bébé », roucoula sa voix. « Déjà de retour de Normandie ? Je pensais que tu étais coincé en Réunion. »« Je n'ai jamais été en Normandie, » cingla Stéphane. « J'étais avec toi, tu te souviens ? » Oula, quel ton agressif. Qu'est-ce qui se passe ? Valérie sait. Elle sait tout. Elle a vidé la maison. Elle a pris le bébé. Elle a gelé les comptes. Il y eut un silence sur la ligne. Un long silence calculateur. Elle a gelé les comptes ? Demanda Chloé. Sa voix avait perdu sa note langoureuse. Tous ? Oui, je suis coupé de tout. J'ai besoin de venir. J'ai besoin d'un endroit où rester le temps que je règle ça avec les avocats. Stéphane, dit Chloé. On entendit le déclic d'un briquet en arrière-plan. C'est vraiment embêtant, mais mon propriétaire doit passer pour une inspection aujourd'hui et ma sœur dort sur le canapé. Chloé, je n'ai nulle part où aller. Je t'ai acheté ce collier la semaine dernière. Et je t'ai dit merci, répondit-elle sèchement. Écoute, Stéphane, je n'aime pas les histoires. Les femmes, les avocats, les comptes gelés. Ça ressemble à ton problème. Appelle-moi quand tu auras récupéré ta carte noire. Chloé. Chloé. Clic. Elle avait raccroché. Stéphane fixa son téléphone. La trahison le brûlait, mais ce n'était rien comparé à l'horreur grandissante de sa réalité. Il n'était plus Stéphane Dubois, l'architecte puissant. Il était un homme avec un plein d'essence, 200 € en poche, et un costume qu'il portait depuis 24 heures. Il se regarda dans le rétroviseur. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa barbe de 3 jours était parsemée de gris.
Très bien, Valérie, gronda Théil à son reflet. Tu voulais la guerre? Tu l'auras. Mais il ne savait même pas où se trouvait le champ de bataille. Le trajet jusqu'au bureau fut un brouillard d'adrénaline et de déni. Dubois et associés occupaient un élégant bâtiment à la façade de verre dans le quartier des affaires. Un bâtiment que Stéphane avait conçu lui-même. C'était l'incarnation physique de son ego. Angle vif, hauteur imposante et modernité intimidante. Il gara la DS9 à sa place réservée. PDG et fondateur, indiquait la plaque. Il la toucha pour se rassurer. Valérie pouvait prendre la maison. Elle pouvait prendre le bébé. Mais elle ne pouvait pas prendre ça. C'était son génie, sa sueur et son sang. Il lissa sa chemise froissée, passa une main dans ses cheveux et entra dans le hall. Il devait projeter le pouvoir. Il devait avoir l'air d'un homme gérant un désagrément domestique mineur, pas d'un homme dont la vie venait d'exploser. La réceptionniste, une jeune femme nommée Chloé Martin, qui le saluait habituellement d'un « Bonjour, Monsieur Dubois », éclatant, ne leva pas la tête. Elle tapait furieusement, le dos voûté. « Chloé !» aboya Stéphane en passant devant son bureau. « Passez-moi Nicolas et apportez-moi un café noir. Je serai dans mon bureau. »« Monsieur Dubois », dit Chloé, la voix tremblante. Elle leva enfin les yeux. Ses paupières étaient rouges. « Votre badge d'accès. Il ne fonctionnera pas pour l'étage de la direction. » Stéphane s'arrêta. Il se retourna lentement. « Pardon ? Monsieur Lefebvre, Nicolas Lefebvre. Il a ordonné à la sécurité de changer les codes d'accès il y a 1 heure. Il a dit que vous deviez attendre dans la salle de réunion, celle en verre près de l'entrée. L'aquarium, comme il l'appelait. Là où l'on mettait les jeunes employés quand ils se faisaient réprimander. Faites venir Nicolas ici. Immédiatement. » Stéphane n'attendit pas. Il se dirigea vers les portes en verre de l'aile de la direction et passa sa carte sur le lecteur. Une lumière rouge clignota. Accès refusé. Il donna un coup de pied dans la porte. « Nicolas, ouvre cette foutue porte. » La lourde porte en chêne au bout du couloir s'ouvrit. Nicolas Lefebvre, son partenaire en affaires depuis 10 ans, sortit. Nicolas était un homme de peu de mots, l'ingénieur en structure qui faisait que les visions artistiques de Stéphane défiaient la gravité. D'habitude, il était débraillé, couvert de poussière de craie ou de plomb. Aujourd'hui, il était en costume. Il s'approcha de la porte en verre mais ne l'ouvrit pas. Il se tenait de l'autre côté, regardant Stéphane comme on regarde un animal enragé dans une cage. « Ouvre, Nicolas », prévint Stéphane d'une voix basse. « Je ne peux pas, Stéphane », dit Nicolas, sa voix étouffée par le verre insonorisé. Il appuya sur un bouton de l'interphone pour qu'il puisse parler. Le conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence à 6 heures du matin. Nous avons voté. Le conseil ? Je suis le conseil. Je possède 51% de ce cabinet. Tu possédais 51%, le corrigea Nicolas. Mais tu as mis en gage 20% de tes actions l'année dernière pour couvrir tes dettes de jeu dans un grand casino à Deauville. Tu te souviens ? Tu pensais que personne ne le savait. Stéphane se figea. Il n'en avait parlé à personne. Nicolas continua, sortant un dossier de sous son bras. Les 31% restants sont dans le trust familial des Dubois, qui, depuis ce matin, est gelé en attendant une procédure judiciaire pour immoralité grave. Immoralité ? Rit Stéphane, un rire hystérique et aboyant. J'ai eu une liaison, Nicolas. La moitié de nos clients ont des maîtresses. Depuis quand sommes-nous une église ? C'est devenu un problème, dit Nicolas, les yeux durs, quand tu as commencé à faire passer les dépenses de ta maîtresse sur le compte du client Miller. L'hôtel en Normandie, les bijoux. Tu as fait passer ça pour des frais de représentation. C'est du détournement de fonds, Stéphane. C'est de la fraude. Stéphane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait été imprudent. Il se croyait intouchable. Valérie, murmura Stéphane. Elle vous a envoyé les comptes. Elle nous a tout envoyé, confirma Nicolas. Et elle l'a envoyé au groupe Miller. Ils ont annulé leur contrat il y a 1 heure. C'était un projet de 40 millions d'euros, Stéphane. Il est parti.
Nous sommes en mode gestion de crise. La sécurité arrive pour t'escorter dehors. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui ai construit ça. Cria Stéphane, frappant le verre de son poing. Tu as conçu la façade, Stéphane, dit Nicolas en lui tournant le dos. Mais les fondations étaient pourries. Deux gardes de sécurité costauds apparurent derrière Stéphane. L'un d'eux tenait une boîte en carton. Monsieur Dubois, dit un garde en lui tendant la boîte. Vos effets personnels de votre bureau. Veuillez nous suivre. Stéphane regarda dans la boîte. Une photo encadrée de lui et Valérie le jour de leur mariage gisait face contre terre sur une agrafeuse. Il fut escorté hors de son propre bâtiment, à travers un hall où les stagiaires le dévisageaient et chuchotaient, et dehors sur le trottoir. Il se dirigea vers sa voiture, jetant la boîte sur le siège passager. Il essaya de démarrer le moteur. Il tout sauta et cala. Il regarda le tableau de bord. Immobilisation à distance active. Contactez l'agence de leasing. Non. Gémit Stéphane, frappant le volant. Non, non, non. Le leasing était au nom de la société. Nicolas avait fait désactiver la voiture. Stéphane Dubois, architecte du paysage urbain, était assis dans un SUV de luxe verrouillé sous une pluie battante, serrant une boîte de fournitures de bureau, sans maison, sans travail, sans argent et sans aucun moyen de se déplacer. Il poussa un cri primal qui fut absorbé par le bruit indifférent de la ville. Puis il attrapa la photo de son mariage, brisa le verre contre le tableau de bord, et sanglota. L'hôtel de passe miteux s'appelait « Le Repos », un nom ironique. Il n'y avait pas de repos, seulement le scintillement néon d'un sex-shop de l'autre côté de la rue. La chambre 114 sentait le tabac froid et le nettoyant industriel. Stéphane était assis au bord d'un matelas affaissé, fixant le papier peint jaune qui se décollait. 2 semaines s'étaient écoulées. Il avait vendu sa Patek Philippe pour 20 000 €, une fraction de sa valeur, à un bijoutier véreux qui savait qu'il était désespéré. Cet argent était sa bouée de sauvetage. Les 3 premiers jours, il buvait du vin rouge bon marché, se noyant dans un mélange toxique d'apitoiement et de rage. Il a rédigé des centaines de messages à Valérie, allant des supplications de pardon aux menaces furieuses. Il n'en a envoyé aucun, car son numéro était toujours indisponible. Il a essayé de signaler un enlèvement à la police. C'est sa mère, monsieur, avait dit le sergent de service, regardant avec mépris le visage mal rasé et le costume froissé de Stéphane. Et vous n'avez pas d'accord de garde. Elle a parfaitement le droit de voyager avec son enfant, à moins que vous n'ayez la preuve qu'elle le met en danger. Stéphane n'avait rien. Le 4e jour, il a dégrisé. La rage s'est cristallisée en un objectif froid et dur. Il ne voulait plus de pardon. Il voulait gagner. Il voulait son fils. Il a ouvert l'annuaire téléphonique. Il n'avait plus de smartphone avec accès à Internet. Il a trouvé l'annonce d'un détective privé. Bruno Fournier. Nous trouvons l'introuvable. Bruno le rencontra dans un bistrot chaleureux mais un peu crasseux. C'était un petit homme décharné avec des taches de graisse sur sa cravate et des yeux qui dardaient dans la pièce comme ceux d'un moineau nerveux. Mais il n'était pas cher et acceptait de l'argent liquide. Alors, la femme s'est fait la belle, hein? Demanda Bruno en mâchouillant un cure-dent. Elle a enlevé mon fils, corrigea Stéphane, faisant glisser une enveloppe de 10 000 € sur la table. J'ai besoin que vous trouviez où elle est allée. Elle a utilisé un aérodrome privé. Les plans de vol sont confidentiels. Rien n'est confidentiel si vous savez qui graisser, ricana Bruno en empochant l'argent. Donnez-moi 3 jours. Ces 3 jours furent une éternité. Stéphane arpentait sa chambre d'hôtel. Il mangeait des croque-monsieur industriels réchauffés. Il regardait les informations locales sur une télévision granuleuse, s'attendant à moitié à voir un reportage sur une mondaine disparue. Mais il n'y avait rien. Valérie s'était volatilisée. Quand Bruno a finalement appelé, Stéphane a couru au bistrot. Cette fois, Bruno semblait moins suffisant. Il avait l'air contrarié. « Votre femme est douée » grommela-t-il, poussant un bout de papier sur la table collante. « Très douée. Vous l'avez trouvé ? J'ai trouvé l'avion. Il a déposé un plan de vol pour Zurich, en Suisse. » Zurich. Le cœur de Stéphane se serra. La Suisse. Pas d'extradition pour certains litiges civils.
Secret bancaire. Oui, mais voilà le truc, continua Bruno. L'avion a bien atterri à Zurich. Sauf qu'elle n'est jamais descendue. Le manifeste indique que l'avion a atterri à vide. C'était un leurre, Stéphane. Elle a déposé un faux plan de vol. L'avion a fait une escale non programmée dans une ville des Pays de la Loire pour faire le plein avant de traverser la frontière. Personne n'est descendu à Zurich parce qu'elle est descendue dans les Pays de la Loire. Pays de la Loire? Fronça les sourcils Stéphane. Nous n'avons aucun lien là-bas. C'est peut-être l'idée, non? Dit Bruno. J'ai tracé une voiture de location à son nom de jeune fille, Valérie Girard. Non, attendez. Elle a utilisé un autre nom. Elle a utilisé un passeport dont vous ignoriez probablement l'existence. Un passeport irlandais. Sa grand-mère était de Cork, n'est-ce pas? Stéphane fouilla dans sa mémoire. Valérie avait mentionné des racines irlandaises, mais il n'avait jamais prêté attention à ces histoires de famille. Ça l'ennuyait. La location était au nom de Valérie O'Connell, dit Bruno. Elle a roulé vers le nord, puis la piste se refroidit. Elle a abandonné la voiture de location dans un parking longue durée à la gare routière d'une ville d'Auvergne. De là, elle aurait pu aller n'importe où. Elle est en Auvergne, murmura Stéphane. La réalisation le frappa. Elle déteste le froid. Elle a toujours voulu déménager sur une station balnéaire sur la Côte d'Azur. Elle est allée là où vous n'iriez jamais la chercher, dit Bruno. Femme intelligente. Trouvez-la, ordonna Stéphane. Ça va coûter plus cher, dit Bruno en tapotant la table. J'ai besoin de frais de déplacement. Je dois soudoyer les guichetiers des gares routières. J'ai besoin de 15 000 de plus. Stéphane vérifia son portefeuille. Il lui restait 2 000 € de la vente de sa montre. Je ne les ai pas en ce moment. Bruno se leva, boutonnant sa veste bon marché. Alors je n'ai pas de localisation. Appelez-moi quand vous aurez l'argent, monsieur Dubois. Mais un conseil. Si une femme se donne autant de mal pour se cacher, peut-être devriez-vous la laisser cacher. Bruno sortit. Stéphane resta seul. Il était proche. Il connaissait la région. L'Auvergne. Il retourna à l'hôtel. Il regarda ses biens. Il n'avait plus rien à vendre, sauf une chose. Il fouilla dans la doublure de sa veste de costume. Il en sortit une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles en diamant qu'il avait achetée pour Chloé. Il avait prévu de la lui donner la nuit de son retour de Normandie, pour la convaincre d'être patiente pendant qu'il trouverait comment quitter Valérie. Chloé ne l'avait jamais vue. Elle valait 100 000 €. Il fixa le diamant. Il symbolisait tout ce qu'il avait fait de mal. La cupidité, la luxure, la bêtise. Il se rendit au mont-de-piété de l'autre côté de la rue. Combien? Demanda Stéphane à l'évaluateur, un homme derrière une vitre par balle. L'homme plissa les yeux. Pas de papier, pas de reçu? C'est un héritage familial. Je vous donne 15 000 en espèces. Elle vaut 100 000. C'est à prendre ou à laisser, mon pote. On dirait que tu pourrais utiliser un repas chaud. Stéphane prit l'argent. Il n'appela pas Bruno. Il n'avait pas confiance en Bruno. Il fit son unique sac de sport. Il se rendit à la gare routière. Il acheta un aller simple pour une ville d'Auvergne. 3 mois passèrent. L'hiver en Auvergne était une agression physique. Le vent qui descendait des montagnes était comme une lame de rasoir. Stéphane n'avait jamais connu un tel froid. Dans son ancienne vie, le froid était quelque chose qu'il observait derrière un triple vitrage, en sirotant un cognac près de la cheminée. Maintenant, c'était un compagnon constant. Il vivait dans une auberge de jeunesse, partageant une salle de bain avec un pêcheur et un cuisinier à la retraite. Il s'était laissé pousser la barbe, pas une barbe de 3 jours de designer, mais un masque épais et négligé qui cachait son visage. Il avait perdu du poids. Les costumes sur mesure avaient disparu, remplacés par des chemises en flanelle et de lourdes bottes achetées dans une friperie. Il se faisait appeler Marc. Il acceptait n'importe quel travail, main-d'œuvre journalière, déchargeant des péniches sur un port fluvial sur la Loire. C'était un travail brutal et épuisant. Les mains de l'architecte,
habituée à tenir de fins stylos, était maintenant couverte d'ampoules et de callosités, mais la douleur physique était une distraction de l'agonie mentale. Chaque soir, il s'asseyait à la bibliothèque municipale, utilisant l'ordinateur public gratuit. Il était devenu un chasseur de fantômes numériques. Il épluchait les annonces immobilières de chaque petite ville et village autour des volcans. Il cherchait des ventes qui correspondaient au mode opératoire de Valérie, achat comptant, conclusion rapide, propriété isolée. Il cherchait Valérie O'Connell. Rien. Il cherchait des annonces de naissance. Rien. Il perdait espoir. Peut-être que Bruno s'était trompé? Puis, un mardi de novembre, il fit une erreur qui se révéla être un miracle. Il parcourait le blog local d'un hameau dans les Pyrénées. C'était un piège à touristes en été, un désert en hiver. Le blog couvrait une foire artisanale locale pour le solstice d'hiver. Il faisait défiler des photos de confitures maison et d'écharpes tricotées. Ses yeux se voilaient. Puis il s'arrêta. Photo numéro 42. À l'arrière-plan d'une photo centrée sur une femme vendant des bougies en cire d'abeille, se trouvait une silhouette s'éloignant de l'appareil photo. Une femme dans un épais manteau de laine gris. Elle poussait une poussette. Ce n'était pas son visage. Il ne pouvait pas voir son visage. C'était l'écharpe. Une écharpe distinctive, en cachemire avec un certain motif. Le motif cachemire des Dubois. La mère de Stéphane l'avait tricoté pour Valérie à Noël avant de mourir. Valérie avait toujours dit qu'elle piquait trop, qu'elle ne la mettrait jamais. Mais la voilà qui la portait. Peut-être pour la chaleur, peut-être pour le réconfort. Ou peut-être parce qu'elle pensait que personne, dans ce coin gelé et oublié du monde, ne reconnaîtrait le motif cachemire des Dubois. Stéphane zooma sur l'image jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. La poussette était chère, une marque importée. La façon dont elle marchait, la tête haute, les épaules droites, d'une démarche déterminée. C'était elle. Il sentit une telle décharge d'électricité qu'il faillit tomber de sa chaise. « Je t'ai eu » murmura-t-il. Il dépensa son dernier salaire pour un billet de bus vers ce hameau. Il arriva alors qu'un blizzard commençait. Le village était fermé, les grandes résidences d'été barricadées pour l'hiver. Il trouva une chambre bon marché au-dessus d'une auberge. Il passa une semaine à observer. Il ne savait pas où elle vivait, alors il surveillait les points névralgiques, l'épicerie, la pharmacie, le bureau de poste. Le 5e jour, il la vit. Elle sortait de l'épicerie du coin. Elle avait l'air différente. Ses cheveux, habituellement méchés et parfaitement coiffés, étaient plus foncés, attachés en un chignon pratique et désordonné. Elle ne portait pas de maquillage. Elle avait l'air fatiguée, mais en paix. Elle portait un sac de course dans une main et serrait Léo contre sa poitrine de l'autre. Léo avait grandi. Il était assis, regardant curieusement autour de lui. Il portait un bonnet bleu avec des oreilles d'ours. Stéphane se tenait de l'autre côté de la rue, caché dans l'embrasure d'une boutique de souvenirs fermée. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait avoir une crise cardiaque. Il voulait traverser la rue en courant. Il voulait l'attraper. Il voulait crier « C'est mon fils !» Mais il se figea. Un homme s'approcha d'elle. Il était grand, vêtu d'une parka robuste et portait une brassée de bois de chauffage. Ce n'était pas un pleuboy riche en costume. Il avait l'air du coin, peut-être un charpentier ou un bûcheron. Il sourit à Valérie, un sourire chaleureux et familier. Valérie lui sourit en retour. C'était un vrai sourire, un sourire que Stéphane n'avait pas vu depuis des années. L'homme tendit la main et chatouilla Léo sous le menton. Léo rit. Le son traversa la rue enneigée, transperçant l'âme de Stéphane. L'homme prit le sac de course de Valérie. Il posa son autre main dans le bas de son dos. Ils marchèrent ensemble vers une vieille Citroën 2CV garée sur le côté. Stéphane sentit une nausée si violente qu'il dut s'appuyer contre le mur de briques. Qui était-il? Cela ne faisait que 4 mois. L'avait-elle déjà remplacé? Ou une pensée plus sombre s'insinua, avait-elle aussi planifié cette partie? Cet homme faisait-il partie du plan d'évasion? Stéphane les regarda partir. Il mémorisa la plaque d'immatriculation. Il ne se battait plus seulement pour son fils. Il se battait contre le fantôme d'une vie dont il ignorait tout. Il releva son col contre la neige.
Il n'allait pas l'attaquer dans la rue. Ce serait désordonné. Ça, c'était l'ancien Stéphane. Le nouveau Stéphane, forgé dans le froid glacial, attendrait. Il trouverait où il vivait, et il prendrait ce qui lui appartenait. Il suivit les traces de pneus dans la neige fraîche. Les traces menaient à 5 kilomètres du village, serpentant sur un chemin forestier étroit. La vieille Citroën 2CV avait laissé des cicatrices profondes dans la poudreuse. Stéphane marchait dedans. Le froid était maintenant un poids physique. Il sentait une odeur de fumée avant de voir la maison. Ce n'était pas un manoir. C'était un gîte rustique, une solide structure en cèdre avec une véranda et une cheminée en pierre d'où s'élevait de la fumée grise. Il avait l'air chaleureux. Il avait l'air d'un foyer. Stéphane s'accroupit derrière une pile de bois de chauffage. Il observait par la grande fenêtre de devant. Il pouvait voir l'éclat doré à l'intérieur. Il voyait Valérie, berçant Léo. Elle avait l'air contente. Puis, la porte arrière s'ouvrit. L'homme, celui de l'épicerie, sortit. Il portait une chemise en flanelle aux manches retroussées malgré le gel. Il attrapa une hache et descendit les marches vers la pile de bois où se cachait Stéphane. Stéphane retint son souffle. L'homme s'arrêta à 3 mètres. Il posa une bûche sur le billot. Crac. Le son de la hache fendant le bois était comme un coup de feu. Crac. Crac. Stéphane l'étudiait. Il était plus jeune que lui, peut-être 28 ans. Musclé, capable, dangereux. Léo. Le dîner est presque prêt, cria la voix de Valérie depuis la porte ouverte. L'homme s'arrêta. J'arrive, Val. Juste assez pour la nuit. Val. Un surnom. Une familiarité qui fit grincer les dents de Stéphane. L'homme, Léo Girard, ramassa le bois et rentra. La porte se ferma. Stéphane attendit. Il fit le tour du gîte comme un prédateur. Il trouva le boîtier électrique sur le mur latéral. Un sourire cruel effleura ses lèvres gercées. Il voulait les effrayer. Il attendit que la lumière de la cuisine s'éteigne et que l'éclat se déplace vers le salon. Stéphane tendit la main et abaissa le disjoncteur principal. Le gîte plongea dans l'obscurité. À l'intérieur, il entendit un sursaut. Puis la voix de l'homme, le courant a sauté. Le vent, sans doute. Je vais vérifier le générateur. Fais attention, dit Valérie. La porte arrière s'ouvrit à nouveau. Le faisceau d'une lampe de poche balaya la neige. Léo Girard se dirigea vers une remise. C'était le moment. Stéphane se dirigea vers l'entrée principale. Verrouillé. Il utilisa une vieille carte de crédit pour forcer la serrure de la vieille fenêtre en bois. La serrure céda. Stéphane entra. La chaleur le frappa en premier. Ça sentait le pain, la cannelle et le poulet rôti. Ça sentait la vie qu'il avait échangée contre un frisson bon marché. Léo? Appela la voix de Valérie depuis le salon sombre. Tu as déjà réparé? Stéphane ne répondit pas. Il ferma la porte derrière lui et la verrouilla. Le feu de la cheminée projetait des ombres dansantes sur son visage. Valérie était assise sur le tapis devant le feu. Léo jouait avec des cubes en bois à ses pieds. Elle tourna la tête. Léo? Stéphane fit un pas en avant. La lumière du feu éclaira enfin son visage. Sa barbe était sauvage, ses yeux enfoncés et fous. Il avait l'air d'un fantôme. Bonjour, Valérie. Valérie ne cria pas. Elle se figea. Sa main se referma instantanément sur Léo, le ramenant contre sa poitrine. Elle se leva lentement. Stéphane, murmura-t-elle. Sa voix n'était pas effrayée. Elle était remplie d'une tristesse profonde et lasse. Comment as-tu pu croire que tu pouvais me cacher mon fils? Croassa Stéphane. Tu as volé ma maison, mon argent, ma vie. Et tu penses que je ne serais pas venu le chercher? Je n'ai rien volé, dit Valérie, sa voix tremblant légèrement mais gagnant en force. J'ai pris ce qui m'appartenait légalement. Tu as signé les papiers, Stéphane. Tu as rompu le contrat. Au diable le contrat! Rugit Stéphane, s'approchant. Je suis son père. Tu es un étranger pour lui, cracha Valérie.
Tu ne l'as pas tenu dans tes bras depuis qu'il a 2 semaines. Tu as manqué son premier sourire parce que tu travaillais tard avec Chloé. Tu n'es pas un père, Stéphane. Tu es un donneur. Tais-toi. Stéphane se jeta en avant, saisissant un tisonnier lourd près de la cheminée. Donne-le-moi. Nous partons. Partir où? Ricana Valérie. Regarde-toi, Stéphane. Tu es un sans-abri. Où vas-tu l'emmener? Sous un pont? J'ai des plans, balbutia Stéphane. Je vais tout reconstruire, mais j'ai besoin de mon fils. Tu n'as pas besoin d'un fils, dit doucement Valérie. Tu as besoin d'une possession. Tu as besoin de gagner. C'est tout ce que c'est pour toi. Un jeu que tu as perdu. Donne-le-moi. Stéphane était à portée de bras. Léo, sentant la tension, se mit à pleurer. Valérie le serra plus fort. Non. Stéphane tendit la main. Sa paume sale agrippa l'épaule de Valérie. J'ai dit, donne-le-moi. Soudain, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Elle ne fut pas ouverte. Elle fut défoncée. Léo Girard se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne tenait plus de bois. Il tenait un fusil à pompe. Le faisceau d'une lampe de poche fixée au canon aveugla Stéphane. Lâche ça, ordonna Léo Girard, sa voix calme, effroyablement stable. Stéphane hésita. C'est ma femme. C'est mon fils. J'ai dit, lâche ça. Léo Girard arma le fusil. Clic-clac. Le son était universel. Il traversa la rage de Stéphane et frappa directement son instinct de survie. Le tisonnier tomba sur le sol avec un bruit métallique. Les mains sur la tête. À genoux. Maintenant. Stéphane s'agenouilla lentement. L'adrénaline se retirait, remplacée par l'épuisement écrasant des 3 derniers mois. Valérie laissa échapper un long soupir tremblant. Tout va bien, mon Léo. Tout va bien. Stéphane regarda l'homme au fusil. Qui es-tu, gronda-t-il. Son amant? Tu crois que tu peux prendre ma place? Léo Girard gardait le fusil pointé sur la poitrine de Stéphane, mais il regarda Valérie. Amant? C'est ridicule. Valérie s'approcha de Léo Girard, posant une main sur son bras. Il ne sait pas, Léo. Il n'a jamais demandé. Stéphane regardait de l'un à l'autre. Les yeux. Ils avaient les mêmes yeux, la même forme de nez. Ce n'est pas mon amant, Stéphane, dit Valérie, regardant son ex-mari avec pitié. C'est mon frère. Stéphane cligna des yeux. Tu n'as pas de frère. Tu as dit que tu étais fille unique. J'ai dit que je ne parlais pas à ma famille, le corrigea Valérie. Mon père était alcoolique et ma mère était malade. Léo était dans les forces spéciales. Il était en mission les 3 premières années de notre mariage. Quand il est revenu, tu étais trop occupé à construire ton empire pour te soucier de rencontrer ma famille de Plouc. Tu te souviens de m'avoir dit de ne pas les inviter à la fête de Noël parce qu'ils ne cadraient pas? Le souvenir le frappa. Il avait dit ça. Il avait rejeté toute son histoire parce qu'elle ne correspondait pas à son esthétique. Léo vit dans la maison d'amis depuis 2 mois, dit Valérie, il m'aide à retaper cet endroit, nous protégeant de toi. Stéphane s'effondra. L'humiliation était totale. Il n'avait pas été remplacé par un amant. Il avait été vaincu par une famille qu'il était trop arrogant pour reconnaître. La police est en route, dit Léo Girard. Une alarme silencieuse s'est déclenchée. Je l'ai activée depuis la remise quand le courant a été coupé. Non, murmura Stéphane. Non, pas la police, s'il te plaît, Valérie, ne fais pas ça. Valérie le regarda. Pendant une seconde, il vit la femme qu'il avait aimée autrefois. Ce n'est pas moi qui fais ça, Stéphane, dit-elle doucement. C'est toi. Tu es venu ici. Tu es entré par effraction. Tu nous as menacés. Tu as écrit cette fin toi-même. Le trajet à l'arrière de la voiture de police fut un flou de gyrophares rouges et bleus se reflétant sur la neige. Stéphane regarda le gîte s'éloigner, un point chaud et lumineux dans l'immense obscurité froide. Il fut accusé d'effraction, de harcèlement et d'agression armée.
L'arsenal juridique dont Jean Moreau l'avait averti ne s'était pas contenté de tomber, il l'avait pulvérisé. Mais le véritable coup de théâtre, le dernier coup de poignard dans le cœur de Stéphane Dubois, n'a pas eu lieu dans une salle d'audience. Il a eu lieu 3 semaines plus tard, dans la salle des parloirs de la prison. Stéphane était assis derrière un plexiglas, vêtu d'une combinaison orange. Il attendait. Il pensait que peut-être Valérie viendrait. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas Valérie. C'était Jean Moreau, son ancien avocat. Jean s'assit, posant sa mallette sur la table. « Bonjour, Stéphane. »« Comment oses-tu venir ici ?» cracha Stéphane. « Tu viens te réjouir ?»« Je viens clore le dossier, » dit Jean. « Et livrer un message. » Valérie ne voulait pas venir. Elle pensait que ce serait cruel. « Cruel ? Elle m'a détruit. » Jean soupira. « Stéphane, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui n'avait pas d'importance jusqu'à ce que tu tentes de revendiquer la garde. » Jean plaqua un document contre la vitre. C'était un rapport médical. « Qu'est-ce que c'est ? » Il y a 2 ans, commença Jean, quand vous et Valérie essayiez de concevoir, vous êtes allés dans une clinique de fertilité. Tu te souviens ? Oui. Nous avons fait des tests. Le médecin a dit que nous allions bien. Le médecin a dit à Valérie qu'elle allait bien, corrigea Jean. À toi, il a dit que ton taux de spermatozoïdes était bas, mais que c'était possible. Mais ce n'était pas toute la vérité. Stéphane fixa le document. La terminologie médicale était complexe, mais la conclusion était claire. Diagnostic, azoospermie. Stérilité. Le monde cessa de tourner. Le bourdonnement des néons devint un essaim de frelons dans ses oreilles. Stérile, murmura Stéphane. Non, c'est impossible. Léo. Léo est mon fils. Jean le regarda avec un regard dénué de méchanceté, mais empreint d'une profonde tristesse. Valérie voulait un enfant plus que tout au monde. Toi, tu t'en fichais. Tu étais occupé. Tu la trompais. Elle savait que votre mariage était déjà en train de mourir, mais elle voulait le sauver. Elle pensait qu'un bébé te ramènerait. De qui est-il ? La voix de Stéphane se brisa. Qui est le père ? Un donneur anonyme, dit Jean. De la clinique. Elle l'a fait pour sauver ton ego, Stéphane. Elle savait que si elle te disait que tu ne pouvais pas lui donner de fils, tu t'effondrerais. Ton narcissisme ne le supporterait pas. Alors elle a suivi la procédure, est tombée enceinte, et t'a laissé croire que c'était ton miracle. Stéphane resta figé. Les souvenirs de la grossesse défilèrent dans sa tête. Les rendez-vous secrets de Valérie chez le médecin, ses réponses vagues. Et quand Léo est né, Stéphane s'est vanté auprès de tout le monde des gènes Dubois. Regardez ce menton, disait-il. Un vrai Dubois. Tout était un mensonge construit pour protéger sa fragile masculinité. Elle t'aimait assez pour te mentir, dit Jean en rangeant le papier. Elle voulait une famille avec toi, même si la biologie n'était pas la tienne. Mais ensuite, tu as trouvé Chloé, tu as commencé à détourner de l'argent. Tu as cessé de rentrer à la maison. Jean se leva. Léo n'est pas ton fils, Stéphane. Pas biologiquement. Et après ce que tu as fait dans ce gîte, il ne le sera jamais légalement. Le juge a prononcé une ordonnance restrictive permanente ce matin. Et comme tu n'as aucun droit biologique, tes droits parentaux sont complètement révoqués. Stéphane ne pouvait plus respirer. Pourquoi, demanda-t-il, des larmes coulant sur son visage. Pourquoi me le dire maintenant ? Pourquoi ne pas simplement me laisser pourrir en pensant qu'il était à moi ? Parce que, dit Jean, s'arrêtant à la porte, Valérie voulait que tu saches que tu n'as pas perdu un fils à cause d'un divorce. Tu n'en as jamais eu. Tu as perdu le privilège d'être son père. Et c'est un choix que tu as fait chaque jour où tu t'es choisi toi-même plutôt que. Jean frappa à la porte, appelant un garde. Adieu, Stéphane. La porte se referma. Stéphane Dubois était seul. Il regarda ses mains. Les mains qui avaient construit des gratte-ciel. Les mains qui avaient signé des chèques pour une maîtresse. Les mains qui avaient tenu un tisonnier face à sa femme. Il avait poursuivi un fantôme à travers le pays.
Il avait mené une guerre pour un héritage qui n'existait pas. Il ferma les yeux. Dans l'obscurité, il vit une dernière fois le panneau « Vendu » sur la pelouse. Maintenant, il comprenait. Ce n'était pas seulement la maison qui avait été vendue. Il avait vendu son âme, morceau par morceau, pendant des années. Et la facture était enfin arrivée. Il prit sa tête dans ses mains, et pour la première fois de sa vie, il ne cria pas. Il ne ragea pas. Il resta simplement assis dans le silence qu'il avait construit, brique par brique. Stéphane Dubois passa les 5 années suivantes dans une prison fédérale. Il ne revit jamais ni Valérie ni Léo. Valérie se remaria avec un homme calme, Laurent Thomas, un instituteur local dans le hameau des Pyrénées, qui apprit à Léo à pêcher et à respecter une femme. C'est une leçon cruelle, mais nécessaire. Une maison est faite de murs et de poutres, mais un foyer se construit sur la confiance. Stéphane se croyait l'architecte de sa vie, mais il avait oublié la règle la plus fondamentale de la construction: si les fondations sont bâties sur des mensonges, l'effondrement est inévitable.